La garantie légale des vices cachés, l'occasion de faire un topo, si j'ose dire, juridique. Et qui de mieux pour nous faire ce topo, ce point d'actualité, cette définition, que maître Laurent Chouette qui est avec nous, avocat au barreau de Toulon. Bienvenue maître. Bonjour Mehdi. Très heureux de vous accueillir de nouveau. Également, oui, pas merci. La première fois, on vous présente plus. Alors, pour nos téléspectateurs, j'allais dire néophytes ou même pour les plus chevronnés, c'est l'occasion de parler de la garantie légale des vices cachés. Alors j'ai envie de dire Quesaco. Alors Quesaco, c'est un problème assez fréquent. Enfin, moi, comme beaucoup de mes confrères, on est souvent consulté par des personnes. Alors soit qu'elles aient vendu un véhicule et quelques mois, voire même quelques années après, tout d'un coup, un recours arrive de la part de leur acquéreur en disant « j'ai un problème sur la voiture », parfois grave, et qui viennent demander l'annulation de la vente. Ou à l'inverse, celui qui a acheté un véhicule, qui se retrouve confronté à une difficulté, véhicule en panne, il y a des réparations importantes, et qui vient nous consulter pour savoir ce qu'il peut faire vis-à-vis de son vendeur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, le cas très simple, j'achète un véhicule, tout va bien de prime abord, et puis après finalement l'acquisition, j'ai des petits soucis, donc je peux invoquer éventuellement cette garantie. Absolument. Mais j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Alors déjà, c'est une garantie légale à ne pas confondre avec la garantie que va vous donner le garage. Quand vous achetez un véhicule, il est garanti 2 ans, jusqu'à 7 ans pour certains véhicules. Ça, c'est ce qu'on appelle une garantie contractuelle, c'est-à-dire elle est prévue dans le contrat par le constructeur, le concessionnaire ou le vendeur. Sur un véhicule d'occasion, il va vous donner une garantie moteur, par exemple 3 mois, 6 mois. C'est pas de ça dont on parle. C'est distinct, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Là, on parle d'une garantie légale, c'est-à-dire prévue par la loi, article 1641 du Code civil, qui prévoit que le vendeur est garant des vices qui se révèlent sur le véhicule, qui empêchent son fonctionnement en totalité ou partiellement, et qui se révèlent postérieurement à la vente, mais dont l'origine est antérieure. Donc on peut imaginer une défaillance qui est en germe, c'est-à-dire vous achetez le véhicule, il y a un problème sur le véhicule, mais pour l'instant personne ne s'en est aperçu, parce que le véhicule continue de fonctionner normalement. Et tout d'un coup la panne survient. Tout à fait. Et là, le diagnostic fait par le garagiste va vous dire « Ah ben oui, mais il y avait un problème là, il y a eu une usure prononcée, et ça a fini par lâcher ». Donc on arrive à établir, c'est ce qu'il faut établir, que la problématique est antérieure à la vente. Elle était déjà là. Voilà, elle était déjà là, mais elle était sournoise, elle était cachée en justement. Sommeil. On ne la voyait pas. Exactement. Donc ça, c'est l'hypothèse véritable du vice caché et qui va permettre à ce moment-là, effectivement, d'actionner la garantie du vendeur. À ne pas confondre avec le vice masqué, c'est-à-dire le vendeur qui a connaissance d'un problème et qui omet de vous le dire. Là, oui, on est dans délibérément. Là, délibérément. Là, on parle bien voilà, d'un vice que même le vendeur ne pouvait pas voir peut-être au moment de la vente. De bonne foi, c'est-à-dire que tout le monde est de bonne foi là-dedans, y compris le vendeur. Alors l'intérêt de notre petite chronique, c'est surtout pour le vendeur particulier, on va dire 2 mots du professionnel aussi, mais de comment pouvoir peut-être se prémunir de situations problématiques de quelqu'un qui 6 mois, 1 an et demi après la vente vient vous dire je demande l'annulation de la vente et je réclame. Alors ça va sur des petits véhicules quelques milliers d'euros, mais ça peut être des sommes importantes. J'ai quelques dossiers en cours sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est un peu la douche froide. Et en plus, j'allais dire, quel est le délai? C'est-à-dire combien de temps s'écoule, pendant combien de temps je peux, moi, en tant qu'acquéreur, actionner finalement cette garantie légale de vice caché? Alors, le délai pour agir, il est de 2 ans. Le point de départ de ce délai, c'est pas la vente, c'est la révélation du vice. C'est-à-dire, c'est pas forcément non plus la panne, c'est-à-dire vous tombez en panne le temps qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, c'est la révélation de quelle est la problématique. Et le diagnostic. Le diagnostic, exactement, sur le véhicule. À partir du moment où vous avez connaissance du diagnostic, même si ce n'est pas encore totalement défini, c'est ça le point de départ. Et vous avez à partir de là 2 ans pour agir. Quand on dit pour agir, attention, j'insiste, un simple courrier au vendeur, ça n'est pas une action. On parle d'un recours judiciaire, j'imagine. Exactement. La seule chose qui permet d'interrompre ce délai, c'est-à-dire d'être à l'intérieur du délai pour agir, c'est une action judiciaire auprès des tribunaux. Les courriers que vous faites au préalable, alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a des modes habillables aujourd'hui qui permettent d'interrompre, mais je ne veux pas être trop... voilà, l'idéal, c'est au moins de consulter un avocat, soit en cabinet, soit dans des permanences, mais voilà, de bien faire attention à ce délai de 24 mois, parce que ça passe très vite. On peut dire que est-ce que c'est ce qu'on appelle un délai de forclusion, c'est-à-dire passer 2 ans? Absolument. C'est fini, il n'y a plus de recours possible. Alors, il y a effectivement plus de recours possible, il est absolument nécessaire de mettre en œuvre une procédure ou assimiler dans le délai de 24 mois, quitte à continuer de discuter après si un processus amiable se met en marche. Mais au moins, il faut qu'il y ait une action conforme à ce que prévoit le Code civil pour être certain que le recours soit valable.
Et j'allais dire, maître, il y a une nuance quand même importante, c'est à l'acquéreur de démontrer, ça c'est peut-être important de le souligner pour nos téléspectateurs, même si pour lui ça peut paraître évident, il lui appartient de démontrer que le vice était antérieur justement à l'acquisition. Tout à fait. Ça, c'est une des difficultés réelles dans la mesure où, comme vous le soulignez très justement, il n'y a pas de présomption. C'est-à-dire que même si c'est un vendeur professionnel qui vous a transmis, qui vous a vendu ce véhicule, eh bien pour autant, vous allez devoir démontrer donc l'existence de cette défaillance, démontrer qu'elle rend le véhicule partiellement ou en totalité impropre à son utilisation normale, et démontrer que cette défaillance a pour origine un fait technique qui est antérieur à la vente. Oui. Toute cette démonstration-là, évidemment, qui peut difficilement se faire seule, difficilement également avec un professionnel, parce que ça peut ne pas suffire, nécessite dans la plupart des cas une expertise et une expertise judiciaire. Pourquoi? Là aussi, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, mais c'est la position de la Cour de cassation. Ils ont parfois recours à leur assurance de protection juridique. Ils font faire un petit rapport d'expertise par un expert nommé par cette assurance. Très souvent, surtout quand c'est des professionnels, mais même des particuliers, la partie adverse ne vient pas. Bon, ce seul rapport d'expert amiable fait par une seule partie, pour une seule des parties, ne permet pas d'obtenir la condamnation. Si on n'a que cet élément-là, ça ne suffit pas. Donc dans la quasi-totalité des cas, on va devoir donc saisir le juge. Du coup, on interrompt le délai, dans le délai de 2 ans, et on va demander la nomination d'un expert inscrit auprès des tribunaux. Voilà. Et lui, il va convoquer tout le monde. Après, les gens viennent ou viennent pas, peu importe. Ce rapport-là, lui, sera opposable. Et il va reprendre les critères. On a vu tout à l'heure, vice antérieur, qui rend le véhicule impropre, etc., etc. Donc on va dire ce qu'on appelle une expertise contradictoire. Il va convoquer Absolument, les parties. C'est tout à fait le mot, c'est une expertise contradictoire. Alors c'est important de le souligner, voilà, pour nos téléspectateurs, attention, même si vous avez une protection juridique qui va nommer un expert qui va intervenir pour votre compte, attention, on n'échappera pas, effectivement, la plupart du temps, j'imagine, à l'expertise judiciaire qui se veut voilà, contradictoire et indubitable. On peut dire les choses comme ça. Tout à fait. Alors, stricto sensu, voilà, stricto sensu, elle ne lie pas le juge. C'est-à-dire que le juge, il fait ce qu'il veut, même après une expertise judiciaire. Bien sûr. Enfin bon, comme il n'est pas devin et qu'il n'a pas les compétences techniques, cette expertise judiciaire, elle a un poids considérable dans le litige et dans le procès qui va suivre pour savoir s'il faut rembourser, s'il faut annuler la vente, etc. Donc c'est pour ça que c'est un recours qui est quasi indispensable et qui peut poser problème, alors surtout pour des véhicules de petit prix, pour des gens qui ont peu de moyens ou des étudiants. Enfin voilà, pour une première acquisition, on n'a pas toujours les moyens et les véhicules d'occasion sont assez chers. Donc et une expertise judiciaire, bah, les tickets d'entrée, c'est 2500 à 3000 euros. Donc on a parfois une expertise qui va coûter peut-être à peu près le même prix ou que le véhicule lui-même. Ça peut poser des difficultés. Alors, le premier palliatif, c'est le dossier d'aide juridictionnelle pour ceux qui sont éligibles, qui ont peu de moyens. Et parfois, ça peut être aussi l'assistance juridique qui va payer, là aussi en totalité ou en partie, cette expertise judiciaire, parce qu'encore une fois, elle est quasi indispensable. Alors j'allais dire, vous m'arrêtez si je me trompe pour nos téléspectateurs, voilà, néophytes, c'est le demandeur, hein, c'est celui qui introduit l'action, qui doit avancer. Frais d'expertise exactement, judiciaire. Comme c'est lui qui a ce qu'on appelle le fardeau de la preuve, et il est lourd, donc ce que vous soulignez tout à l'heure, eh bien c'est lui qui va devoir également financer les éléments qui permettront la démonstration ou la concrétisation contradictoire du vice en question. Voilà, donc du fait que le véhicule, il présente un ou plusieurs vices cachés et que ces vices, effectivement, empêchent une utilisation normale du véhicule et doivent conduire. Dans les cas les plus graves, ça va être à l'annulation de la vente et au moins à une restitution d'une partie du prix. Alors avant de vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau, maître Laurent Chouette, quel conseil finalement, ou dernier conseil si j'ose dire, dans ce cas de la garantie légale des vices cachés, vous pourriez donner à nos téléspectateurs? Alors très rapidement pour l'acquéreur, comme je viens de dire, de ne pas tarder. Là aussi parce que parfois les protections juridiques ça prend du temps. Donc attention au délai de 2 ans. Tous les courriers, tout ça, ce n'est pas interruptif. Donc n'hésitez pas à consulter un avocat. Encore une fois, une simple consultation, c'est très précieux. Par contre, pour les vendeurs, vous avez la possibilité de vous exonérer des vices cachés. Là encore, qu'on se comprenne. C'est-à-dire quand vous avez vendu de bonne foi un véhicule, dans l'ignorance totale de l'existence de la problématique qui se révèle quelques mois plus tard. Bien sûr. Vous avez la possibilité, parce que sinon vous êtes comptable des vices cachés, de vous exonérer à la condition de rédiger un petit contrat de vente.
le certificat de cession que vous remplissez pour la transmission de carte grise, ça n'est pas un contrat. C'est un élément qui laisse présumer la vente. Important. Mais c'est destiné à la transmission de la carte grise. Il n'y a pas le prix, il n'y a aucun élément. Donc il est impératif de rédiger un petit contrat et vous pouvez mentionner dans ce contrat que le vendeur ne garantit pas les vices cachés qui pourraient se révéler après la vente, conformément aux articles 1641 et suivants, etc. Mais voilà, simplement de mettre que vous ne garantissez pas les vices cachés révélés postérieurement à la vente, et évidemment que vous ignoriez à la date de la vente. Et ne pas hésiter, j'insiste, à se faire assister d'un avocat pour, de consulter même pour au la moins. rédaction Absolument, aussi voilà, de ce contrat. Une consultation, c'est déjà précieux, c'est pas si onéreux que ça, c'est même gratuit puisque il y a des permanences auprès de mairies, conseils départemental ou autres. Donc c'est déjà très précieux d'avoir au moins des conseils là-dessus et après vous décidez quoi faire. Parce que souvent, une fois que le mal est fait, il est trop tard. Voilà. Merci infiniment. Je vous en prie d'avoir été avec nous. On le rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes avocat au barreau de Toulon et merci de vos précieux conseils. Merci à vous, Mehdi. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.